Vous aussi, vous avez déjà pensé à tout plaquer pour ouvrir une pâtisserie ou démarrer une activité d'indépendant. Vous n'êtes pas seul, puisque 93% des actifs ont déjà envisagé une reconversion, selon l'étude menée en 2019 par le site nouvellevipro.fr. Durant notre vie professionnelle, nous traversons tous des crises existentielles. Est-ce que j'aime ce que je fais ? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec ma vie personnelle ? Ces questions peuvent être déstabilisantes, mais elles ont aussi le mérite de vous permettre de prendre du recul et de vous projeter dans l'avenir. Ce qui est encore plus important quand on est senior ou quand on va le devenir, car le marché du travail se complique. Alors, pour appréhender une nouvelle partie de votre carrière et faire en sorte qu'elle soit le plus possible en accord avec vous-même, vous allez devoir réfléchir à votre trajectoire professionnelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir entreprendre une ou des formations, voire une réorientation en fonction de vos contraintes, de vos possibilités ou de vos envies. Aujourd'hui, nos aspirations évoluent et le marché du travail est plus fluctuant. Un actif change plusieurs fois de poste, d'entreprise, voire de métier dans sa vie. Le terme de trajectoire professionnelle implique cette idée de mouvement. Dans la trajectoire professionnelle, il y a des ruptures, des rebonds, des changements de direction. Alors, comment réfléchir à sa trajectoire professionnelle ? À quel moment faut-il y penser ? Quelle démarche entreprendre pour s'assurer de continuer à travailler jusqu'au bout dans de bonnes conditions ? Et qui doit s'engager dans l'accompagnement des trajectoires professionnelles ? Nous-mêmes, les entreprises ou l'État ? Dans cet épisode, nous allons vous aider à y voir plus clair, grâce au témoignage d'un senior qui a appris à rebondir après un licenciement et grâce à une experte de la relation entre travail et formation. Je suis Christophe Ken, fondateur de Kilotoa et administrateur chez les acteurs de la compétence. Je suis Antoine Amiel, fondateur de Learn Assembly. Bienvenue dans Objectif Compétences. Une vie monotone m'aurait terriblement ennuyé. Celui qui prononce cette phrase, c'est Alain Philibert. Alain est ce qu'on appelle un retraité actif. Il continue à travailler après avoir pris sa retraite en 2022, à 67 ans. Il fait partie des 4% des Français qui travaillent après la retraite. Mais ce qui nous a le plus intéressé dans son témoignage, c'est la carrière qu'il a eue avant son départ en retraite, et nous avons pensé qu'il était la personne idéale pour nous parler de sa trajectoire professionnelle. En effet, cet ancien directeur d'hôpital a eu une carrière qui pourrait en faire rêver certains. Pourtant, Alain est parti de rien, ou presque. Il n'a pas fait d'études, alors pour son premier job, il donne un coup de main à sa mère et devient cuisinier dans l'hôtel-restaurant familial dans le Vercors. Mais très vite, il comprend qu'il ne fera pas ça toute sa vie. Il rencontre ensuite sa femme, qui le convainc de passer un concours de commis d'administration dans les hôpitaux. Et c'est là que tout commence. J'ai intégré l'hôpital de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, et j'ai commencé à travailler au bureau des entrées, ce qu'on appelait au bureau des entrées à l'époque. Et c'était un service qui nous permettait, une fois mis une blouse blanche par-dessus nos vêtements, d'aller dans les services de soins pour rencontrer les gens qui étaient hospitalisés et faire leur dossier administratif. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hôpital, et c'est comme ça que j'ai aimé l'hôpital. Parce que cette vie-là, me plaisait, et surtout la mission de l'hôpital, qui était une mission très noble, m'a tout de suite séduit. Contre toute attente, il se sent comme un poisson dans l'eau à l'hôpital. Et l'expérience n'en est que plus encourageante quand il découvre qu'il est possible de gravir les échelons internes grâce à des concours. Il se met alors en tête de devenir un jour directeur d'hôpital. Et pour ça, il entreprend des études à Sciences Po Grenoble avant d'intégrer l'école de la santé. Pendant 10 ans, il va être directeur adjoint puis directeur d'hôpital en métropole. Mais un de ses objectifs professionnels est de travailler outre-mer pour changer de cadre de vie et découvrir d'autres façons de travailler. Alors il répond à une offre d'emploi et plie bagages avec sa famille pour s'installer à La Réunion où il prend la tête d'une clinique. Là, il va apprendre à gérer des crises, notamment une épidémie majeure, celle du chikungunya. Elle apparaît en 2005 sur l'île et en 2 ans, le moustique qui propage la maladie contamine environ 30% de la population. Plus de 200 décès sont recensés selon The American Society of Tropical Medicine. Les urgentistes viennent me voir, ils me disent « Monsieur, on est complètement débordé, on ne sait plus où mettre les malades. Qu'est-ce qu'on fait ?» Nous, on se réunit avec mon adjointe, on dit on a le service de chirurgie ambulatoire qui, cette nuit, est libre. Donc, mais on n'avait pas de service de médecine. Donc, on dit on va transformer ce service en service de médecine. On n'avait pas les gens pour travailler, on n'avait rien. Mais il faut que j'appelle la RH pour leur dire qu'on va créer un service dont on n'a pas l'autorisation. Parce qu'il faut être autorisé à faire de la médecine ou de la chirurgie. Bien sûr, on me dit non.
J'appelle mon directeur général de la fondation et je lui dis, il me dit: «Ah, surtout pas, voilà, surtout pas, catastrophe, c'est trop de prise de risque, pas d'autorisation», etc. Je dis: «Mais moi, les patients, ils sont là». Et donc j'ai dit: «Ben, merci beaucoup pour vos avis, mais je décide qu'on va le faire». Et donc on a ouvert un service, on a appelé la Croix-Rouge. On avait un médecin de chez nous qui était à la Croix-Rouge. Tout de suite, il a mobilisé des volontaires. Et petit à petit, ça s'est organisé. Et on a rempli en une nuit ce service. Cette décision était totalement illégale, pas réglementaire en tout cas. Mais on l'a prise parce qu'il fallait le faire. C'est ça la formation de terrain, c'est-à-dire que vous apprenez à faire des choses que vous n'aurez peut-être jamais fait, ou que même dans les écoles, on vous a dit surtout ne fais pas ça. Mais t'as pas le choix. Alain sait que son métier est difficile, usant, intense, mais il adore ce qu'il fait et ne changerait pour rien au monde. Jusqu'au jour où la clinique qu'il dirige doit fusionner avec un hôpital public pour créer un groupe hospitalier dans l'est de l'île. C'est à ce moment-là, à 50 ans passés, qu'il connaît un revers brutal et inattendu. J'ai perdu mon emploi. Et surtout, on me l'a annoncé de façon très abrupte du jour au lendemain. C'était pas prévu. J'étais dans la liste des personnels qui allaient intégrer. Alors, j'avais déjà un poste de DGA à l'époque. Et 2 jours avant que je parte en vacances rejoindre mon fils en Australie, le directeur qui était là en place m'a dit: «Qu'est-ce que tu fais à ton retour de vacances?» Je viens travailler. Il me dit: «Non, il n'y a plus de place pour toi». Voilà. Donc vous vous retrouvez face à ça. Vous partez pendant 4 semaines en vacances et vous revenez, vous n'avez plus de boulot. Donc oui, je me suis retrouvé dans la peau du gars qui, à 50 ans ou à 55 ans, je ne sais plus, n'a plus de boulot. Alors que c'est pas logique. C'était pas normal de ne pas avoir de travail compte tenu de tous les efforts qu'on avait produits, du fait que j'avais réussi à faire intégrer l'ensemble du personnel de la clinique dans la fonction publique hospitalière. On avait accompagné les médecins qui voulaient ou pas intégrer la fonction publique hospitalière, etc., etc. Je veux dire, on a joué le jeu, j'étais loyal. Il me restait 15 ans à faire, grosso modo, de travail, et j'allais le faire comment? Et avec qui? Est-ce que j'allais, au bout de 2 ans de recherche d'affectation, vous êtes rayé des cadres? Donc là, oui, vous êtes vraiment dans la difficulté. Pendant 18 mois, Alain reste sans emploi, avec l'inquiétude de savoir s'il va pouvoir travailler à nouveau à 15 ans de la retraite. Une inquiétude fondée, puisque selon la DARES, la durée du chômage est 2 fois plus longue pour les personnes de plus de 50 ans en 2022. Et c'est une réalité déjà évoquée lors de notre premier épisode, près d'1 actif sur 2 ne travaille déjà plus au moment de prendre sa retraite. Ce problème tient notamment au fait que dès 45 ans, les salariés ont moins facilement accès à la formation. Et lorsqu'un actif perd son emploi après 45 ans, le regard des recruteurs change, et ses compétences peuvent de fait être moins en phase avec le marché du travail, ce qui peut compliquer son retour à l'emploi. Ce lien entre formation et emploi est étudié par un organisme qui s'appelle le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, basé à Marseille. Christine Fournier y est économiste et chargée d'études. Elle nous explique pourquoi les seniors ont un mauvais accès à la formation, tout en soulignant que c'est un calcul erroné des employeurs. L'hypothèse dominante en matière d'investissement en formation de la part des entreprises, mais aussi de la part des salariés, c'est que pour les plus âgés, plus on se rapproche de l'âge de la retraite et plus l'investissement en formation va être peu rentable compte tenu du nombre d'années restantes. Donc beaucoup d'employeurs refusent le financement à des salariés qui pourtant souhaitent se former parce que le rendement qu'ils pourraient en attendre n'est pas à la hauteur de l'investissement qui est engagé. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un mode de raisonnement qui peut-être valait encore à l'époque des pré-retraites, mais on sait que le dispositif de cessation d'activité anticipée a été supprimé en 2011, donc ça fait un moment déjà qu'on a pu accéder à ce type de facilité pour partir avant l'âge de la retraite. Et du coup, ce report de l'âge de la retraite va nécessairement obliger à former les salariés à des âges beaucoup plus avancés et à comprendre que l'investissement en formation à 55 ans, il a une espérance finalement de rendement. Il y a une espérance de rendement qui est très supérieure à ce qu'elle pouvait être quand les salariés partaient à 58 ou 59 ans dans des systèmes de pré-retraite. D'après le CEREC, c'est le refus de financement qui explique le manque de formation des seniors, plus que pour n'importe quelle autre catégorie d'âge. Mais aussi la question de l'autocensure. Bien loin devant les contraintes personnelles, les problèmes d'emploi du temps ou les questions de disponibilité pour l'entreprise. Alors il y a l'autocensure qui tient au fait que des demandes de formation ont déjà été repoussées.
et qui dissuade d'en formuler à nouveau. Et il y a aussi le fait que beaucoup de seniors, alors là on l'a su par des travaux plus qualitatifs menés par entretien auprès de salariés seniors, que certains étaient rétifs à la façon dont les formations étaient conduites, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans des formations avec des plus jeunes qui n'ont pas les mêmes besoins qu'eux, qui n'ont pas non plus le même type d'expérience. Ils sont un peu surpris de la façon dont le contenu de les formations finalement revient sur des connaissances qu'ils ont depuis très longtemps ou ne correspond pas justement à leur expérience qui appelle des modalités de formation et un type de connaissances particulières. On ne fait pas une formation auprès d'un senior de 55 ans qui a 40 ans d'expérience derrière lui, comme on peut le faire auprès d'un jeune qui débarque de l'école. Et souvent, les stages de formation mélangent un peu tout le monde. Face à ce manque de financement d'une part et cette autocensure des salariés d'autre part, que faire ? Pour Christine Fournier, oui, il faut totalement repenser l'accès à la formation des seniors, mais aussi prendre les devants le plus tôt possible. Moi, je crois qu'en matière de seniorité et de maintien en emploi, le maître mot qu'on devrait vraiment crier haut et fort, c'est celui de l'anticipation. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se retrouver au pied du mur et réaliser à 53 ans, à 56, voire à 60 maintenant, que finalement, on est dans un métier qu'on n'a plus les moyens d'exercer ou qui est devenu trop pénible ou qu'on ne veut plus exercer. Il faut se poser la question le plus en amont possible, de façon à pouvoir se donner tranquillement les moyens d'accéder à la situation, la nouvelle situation qu'on espère. Alors, donc là, pour l'anticipation, il y a du coup une exigence d'information, d'éclairage, parce que tout le monde n'a pas les moyens de savoir comment va évoluer sa profession, comment lui-même va évoluer dans cet emploi, quelle est la dynamique du secteur. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit opéré pour que les salariés puissent être clairvoyants par rapport à leur situation actuelle, par rapport aux risques qu'ils encourent avec le vieillissement en âge et par rapport aux perspectives qu'ils peuvent développer pour essayer de se maintenir en emploi dans de bonnes conditions jusqu'à l'âge de la retraite. Alain Philibert n'a pas eu l'occasion de faire des formations plus tard dans sa carrière. D'abord par manque de temps et à cause de son métier. Difficile d'être absent quand son rôle consiste à gérer des équipes médicales au quotidien. En gérant la crise du chikungunya comme il l'a raconté, Alain Philibert a développé, bien malgré lui, une sorte d'expertise en gestion de crise. C'est grâce à ce talent appris sur le tard qu'il a pu retrouver un travail et rebondir après sa perte d'emploi. Christine Fournier appelle ça les apprentissages dans le travail. Au bout de 18 mois de recherche, son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, l'Agence régionale de santé de la Guadeloupe, qui a entendu parler de son action à La Réunion et a un poste à lui proposer. À une période, j'étais prêt à accepter n'importe quoi. Mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, ce qui s'est fait, c'était exactement ce qui m'allait bien, quoi. C'était un employeur qui vient vous chercher, qui vous donne des missions que vous ne maîtrisez pas, qui vous oblige à découvrir un pays, une entreprise, un environnement, une population, des besoins différents, etc. Et ça, c'était extraordinaire. C'était comme pas une renaissance, mais c'était une deuxième vie qui s'ouvrait. Une deuxième vie où Alain Philibert, à plus de 50 ans, devient chargé de mission puis directeur adjoint du CHU de la Guadeloupe. Il va y connaître de nouvelles crises. Le cyclone Irma, qui dévaste l'île voisine de Saint-Martin, et surtout, l'incendie de son établissement en 2017, où tous les patients sont évacués en 24 heures. C'est face aux événements compliqués, face aux situations sanitaires exceptionnelles, que vous cherchez en vous, voire dans l'environnement immédiat, les solutions. Et les solutions, vous allez les discuter avec d'autres. On va se rencontrer, on va échanger, etc. Et quand vous prendrez votre décision, parce que c'est vous qui décidez, vous estimez que ça sera la moins mauvaise. Parce que la meilleure, c'est pas pour demain. Et quand vous l'avez pris, vous la voyez vivre, cette solution. Et donc, vous êtes aussi en mesure soit de l'améliorer, de l'optimiser, soit de revenir en arrière parce que c'était pas la bonne, etc. Et donc, ça, vous vous formez en permanence en faisant ça. Mais vous ne vous formez pas à des techniques de direction, vous vous formez à des techniques d'animation de groupe, d'expertise, d'échange, d'expérience. Enfin, vous vivez comme chef d'équipe, mais au sens du chef d'équipe qui tient compte de ce que disent ses équipiers.
Si comme Alain Philibert, votre formation s'est faite sur le terrain, il existe un outil important pour la faire reconnaître et comprendre les compétences que vous avez pu développer au cours de votre carrière. C'est la VAE, la validation des acquis par l'expérience. Le dispositif vient de fêter ses 20 ans et d'être réformé pour devenir notamment plus accessible. Beaucoup de seniors, alors notamment dans le cadre de réorientation, de reconversion, de bifurcation, pourraient envisager une validation des acquis de l'expérience pour faire valoir leurs compétences et peut-être les proposer à d'autres entreprises ou les faire valoir dans des conditions qui seraient moins pénibles, par exemple, pour ceux qui sont dans des travaux qui usent physiquement ou nerveusement. Christine Fournier cite aussi le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences afin de faire un point d'étape sur sa carrière et envisager peut-être autrement la suite en tant que senior dans le monde du travail. Il y a une nécessité d'anticipation qui est criante et qu'il est particulièrement pour les catégories professionnelles les plus menacées par l'avancée en âge. Je pense que voilà, il faudrait peut-être dès 40 ou 45 ans pour des catégories qui génèrent des activités où on a une forte usure au travail ou un poids sur le système nerveux, je pense aux enseignants par exemple, qui pour beaucoup vivent des situations qui répétées au bout de 35 ans peuvent quand même user un peu le système. Voilà, peut-être qu'il faudrait anticiper de façon justement à penser des réorientations ou des aménagements qui permettent de durer entre guillemets jusqu'à 64 ans. Selon Christine Fournier, les ouvriers sont exclus encore plus tôt des formations, dès 35 ans. C'est pour cela qu'il est essentiel de penser à sa trajectoire professionnelle le plus tôt possible. Anticiper, oui, mais quand précisément ? C'est dur à dire. Nous pourrions vous donner une feuille de route et vous dire qu'à 30 ans, 40 ou 50 ans, il faut faire telle formation ou vous reconvertir dans tel métier. Mais ça ne saurait pas vous rendre service. Le meilleur conseil est de saisir les outils à votre portée, vous renseigner sur votre compte personnel de formation, peut-être même envisager un bilan de compétences. Car chaque carrière est unique et on peut reconsidérer ses choix professionnels à n'importe quel moment de son parcours sans attendre d'être dos au mur. La trajectoire idéale, elle tient surtout à une subjectivité et justement à ce que la personne veut faire de sa vie. Donc c'est difficile de normaliser en disant c'est bien à 30 ans d'en être là, à 35 d'en être là, puis à 40 il faut se reformer. Ce serait un peu le bulldozer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'à tout âge et dans toutes les situations, les personnes puissent trouver les ressources pour mener à bien leur projet. Et que justement, libre à elle après de s'en emparer ou pas, mais qu'il faut créer des conditions et proposer des moyens qui permettent aux personnes, que ce soit à 25, à 30 ou à 45 ans, si elles ont envie d'autre chose à 45 ans, de transformer leur vie professionnelle ou de nourrir un projet professionnel. Voilà, là je plaiderais plutôt pour des conditions plus que pour des normes d'avancée dans la vie professionnelle. Avec l'allongement de la durée du travail, la société a tout intérêt à permettre aux actifs de se projeter professionnellement dans le temps. C'est pourquoi les questions de trajectoire professionnelle et d'évolution des compétences vont devenir des passages obligés pour permettre aux seniors de continuer à travailler. Et même si nous sommes les acteurs principaux de notre trajectoire professionnelle, il faut aussi qu'un certain nombre de moyens soient mis en place pour que les salariés puissent évoluer. Comme dans le cas d'Alain Philibert, qui a pu se former en interne pour devenir directeur d'hôpital. Ces démarches ne doivent pas reposer sur les seuls individus. L'État et les entreprises doivent s'assurer que chacun ait un accès égalitaire à des formations, du conseil, des perspectives d'emploi, dans un contexte d'allongement de la durée des carrières. Pour que demain, faire carrière ou évoluer dans un parcours professionnel ne soit pas réservé au poste à responsabilité, mais accessible quel que soit son niveau de qualification. Vous venez d'écouter le 4e épisode de la 2e saison d'Objectifs Compétences, consacré aux seniors et aux compétences. Cet épisode a été écrit par Clara Bayot, avec les voix de Christophe Ken et d'Antoine Amiel. Il a été réalisé et mixé par Bénédicte Schmitt, sur une musique originale de Jean Thévenin, et supervisé par Audrey Largouette, en collaboration avec Sébastien Guimier, des acteurs de la compétence. Objectifs Compétences est un podcast des acteurs de la compétence, produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts,
Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles et à en parler autour de vous.